Les éventuelles réformes actées ou à venir pour le 2025 sur le régime de la location meublée. Tout d'abord, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025 et nous allons voir ce soir, nous allons aborder ce soir les réformes actées et les éventuelles réformes à venir sous un format d'environ 45 minutes, je pense. Par contre, exceptionnellement, ce soir, vu le nombre d'inscrits, nous ne pourrons pas faire le format actuel avec les questions dans le chat et les réponses à la fin du webinaire. Mais dans tous les cas, nous serons à vos dispositions pour d'autres, vos éventuelles questions par mail ou ultérieurement par téléphone. Alors, tout d'abord, comme pour chaque webinaire, une petite présentation du groupe Inelis. Donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable. Notre cabinet a 15 ans d'existence et à ce jour, nous comptons plus de 250 collaborateurs avec le siège social à Lyon et plusieurs cabinets en périphérie lyonnaise. Et nous avons aussi une implantation sur Paris et Savoie, Haute-Savoie, Annecy et Albertville. Les missions essentielles du groupe, aujourd'hui, nous accompagnons nos clients au quotidien et surtout sur des problématiques comptables et fiscales. Mais nous avons également des services connexes, donc un service social, un service juridique pouvant vous accompagner sur la création de vos structures sociétaires et vous accompagner aussi au quotidien sur les formalités juridiques de vos sociétés. Nous avons également un département recrutement, un département communication et marketing pour accompagner nos clients dans leur communication et également donc un département orienté RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Nous pouvons également vous proposer des missions dans ce domaine. Et puis, comme vous le connaissez, nous avons ce département, le département spécialisé qui accompagne les clients au quotidien dans des missions comptables et fiscales sur les investissements locatifs, donc essentiellement la location meublée. Aujourd'hui, ce département gère plus de 13 000 clients avec une équipe spécialisée dans le domaine et dédiée à cette activité. Et bien sûr, nous sommes inscrits à l'ordre des experts comptables. Alors, comment va se dérouler ce webinaire ce soir? Une petite introduction sur l'état actuel, où en sommes-nous du projet de loi de finances et des décisions de notre gouvernement. Une première partie sur tout ce qui a été acté en 2024 et notamment ces réformes 2024 concernent l'allocation courte durée et s'appliquent dès le 1er janvier 2025. Ensuite, une deuxième partie sur le projet de loi de finances dans sa version initiale. Et ensuite, nous verrons le rappel des principes du régime LMNP et surtout ses avantages et quelles seraient les conséquences éventuelles, les conséquences de l'éventuelle adoption du texte comme il était prévu dans sa version initiale. Et pour conclure, nous verrons bien sûr toujours l'intérêt et les raisons de l'intérêt du régime du loueur en meublé non professionnel. Alors pour commencer, je vais revenir sur plusieurs polémiques. Vous avez dû voir les 2 derniers mois de cette fin d'année 2024, de nombreux posts sur les réseaux sociaux avec des posts très alarmistes. Effectivement, certains parlaient de la fin du régime LMNP. Donc ce soir, on va essayer de bien comprendre en quoi ça consiste et surtout rétablir la vérité. Il n'a jamais été question de la fin du régime LMNP. Donc nous allons voir en détail ce soir en quoi consistent ces éventuelles réformes. Alors tout d'abord, où en sommes-nous? Comme vous le savez, dans l'adoption du projet de loi de finances 2025, nous sommes déjà début janvier et aujourd'hui, rien a encore été voté. Un peu de rappel de l'actualité. Le 4 décembre, le vote de la motion de censure du gouvernement de Michel Barnier a entraîné bien sûr la chute du projet de loi de finances 2025 dans sa version initiale et la constitution d'un nouveau gouvernement en fin d'année 2024.
le 21 décembre, devant l'impossibilité de voter un budget avant d'un budget 2025 avant la fin d'année 2024, le gouvernement dépose un projet de loi spéciale. Donc ce projet de loi spéciale vise à garantir la continuité de la vie nationale et le fonctionnement régulier des services publics dès le 1er janvier 2025. Donc, statu quo sur le projet de loi de finances dans son état initial, mais ce projet de loi spéciale, cette loi, bien sûr, ne remplace pas le budget, mais permet de gérer une situation provisoire jusqu'à l'adoption de la loi de finances qui devrait bientôt arriver, puisque là, le projet de loi a été repris et devrait être normalement voté avant la mi-février. Alors, première partie, où là, nous avons des certitudes. Nous allons vous présenter ce soir les réformes 2024 s'appliquant à partir du 1er janvier 2025 sur le régime de la location courte durée, donc les locations saisonnières. Alors, tout d'abord, rappel d'un constat, depuis plusieurs années, l'activité de location saisonnière est considérée, bien sûr, faire concurrence au secteur de l'hôtellerie et être en partie, du coup, responsable de la crise du logement. Tout a commencé, en fait, dès le 1er janvier 2024, avec la loi de finances 2024. Cette loi apportait des changements au régime micro-BIC, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a au sein de la loi de finances 2024, le seuil du micro-BIC. Donc, le micro-BIC, c'est quand vous ne faites rien, vous êtes d'office au régime en location meublée en micro-BIC avec un abattement forfaitaire pour charge. Et cette loi de finances 2024 prévoyait de baisser le taux d'abattement forfaitaire pour les loyers en meublé de tourisme non classés qui était à 50% et de le baisser à 30%, et également de baisser le plafond pour être au micro de 77 700 à 15 000 pour ces loyers non classés. Donc déjà, dès le 1er janvier 2024, une réforme a été votée. Au final, ce texte n'a jamais vu le jour car il n'a pas été repris en compte par l'administration fiscale pour les revenus 2023. Et en plus, la proposition de loi que nous allons voir en détail, 1176, dite loi anti-Airbnb, l'a rendue caduque. Toujours durant cette année 2024, en juillet, nous assistions aussi à la diffusion d'un rapport dit rapport Lemort. Donc, ce rapport a été établi par la députée du Finistère, Annaïg Lemort. Elle avait été mandatée par Elisabeth Borne. Et ce rapport que nous attendions avec impatience, puisqu'on savait qu'il allait traiter de la fiscalité des loyers meublés, ce rapport était intitulé « Proposition de réforme de la fiscalité locative ». Ce rapport concernait l'ensemble des locations meublées, rapport très détaillé, donc avec de nombreux constats, des chiffres pertinents, et donc ce rapport proposait différents scénarios de réforme de la fiscalité de la location meublée, visant essentiellement à rétablir les disparités existantes entre la location nue et la location meublée. Ce rapport, du coup, a inspiré la proposition de loi 1176. Cette proposition de loi, vous en avez certainement entendu parler, elle a été aussi nommée loi anti-Airbnb ou loi Lemort. Nous allons donc revenir en détail sur cette proposition de loi qui a été du coup promulguée en 2024. De nombreux débats ont été menés dans la première partie de l'année sur une loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue, et notamment déséquilibre provenant des locations courte durée qui privent du coup les villes de pouvoir loger leurs habitants, puisqu'il y a de moins en moins de logements destinés à la location longue durée dans certaines zones tendues. Ce rapport n'a pas pour but d'interdire la location meublée de tourisme, mais surtout, cette loi n'a pas pour but d'interdire, mais surtout de réguler une activité dans les zones touristiques, et surtout une activité qui a pris vraiment une ampleur considérable ces dernières années.
La loi, au final, a donc été promulguée dans sa version finale le 19 novembre 2024. Donc, elle a été entérinée sous le nom de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Donc, un titre un peu long, c'est pour ça qu'on, par raccourci souvent, on l'appelle la loi Le Meur ou la loi anti-Airbnb. La réglementation de la location courte durée donc, est au cœur de ce texte. Ce texte vise uniquement la location courte durée et cette loi va permettre de faire face en partie donc à la sortie de logement du parc des locations longue durée. Alors, maintenant, nous allons détailler cette loi donc, qui a été promulguée le 19 novembre 2024. Plusieurs axes de cette loi Le Meur. Premier axe, une généralisation de la déclaration au préalable. Vous le savez, dans certains cas, il fallait faire une déclaration pour faire de la location courte durée. Cela donc va être généralisé pour toutes les locations courte durée. Une fiscalité des meublés de tourisme moins favorable. Des pouvoirs élargis pour les municipalités. Une régulation des meublés par les règlements de copropriété, des meublés de tourisme par les règlements de copropriété. Et puis pour finir, un DPE, diagnostic donc obligatoire de performance énergétique obligatoire pour les meublés de tourisme également. Alors, premier point, premier axe, l'obligation, donc la généralisation de la déclaration au préalable. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit désormais procéder à une déclaration auprès d'un téléservice. Auparavant, cette déclaration était essentiellement pour les grandes villes et pour la location en résidence de service d'une résidence secondaire. Aujourd'hui, cette déclaration se généralise, elle est obligatoire pour tous les meublés de tourisme, quelle que soit la ville, et également pour si vous louez votre résidence principale occasionnellement, vous devez également faire cette déclaration. Cette disposition, nous avons un peu de temps, elle rentrera en vigueur par décret au plus tard le 20 mai 2026, donc un peu de temps tout de même pour mettre en place les meublés de tourisme, les nouveaux meublés de tourisme. Mais attention, en cas de défaut d'enregistrement, l'amende peut se porter jusqu'à 10 000 € et en cas de fausse déclaration jusqu'à 20 000 €. De plus, toute transformation d'un logement d'habitation en meublé de tourisme nécessite maintenant une autorisation préalable délivrée par la mairie. Donc, quel que soit le nombre d'habitants dans la commune. Donc, attention, il faut bien donc se renseigner auprès de toutes les communes et respecter ces nouvelles contraintes pour faire de la location courte durée. Deuxième axe, alors le plus contraignant aujourd'hui, puisque là, il y a vraiment une réforme d'ampleur, les abattements fiscaux ont été réduits pour le régime micro-BIC. Nous en avions déjà parlé dans loi de finances 2024, mais au final, cela n'a pas été appliqué. Là, la loi anti-Airbnb du 19 novembre 2024 vient restreindre les abattements. Donc, les abattements désormais sont pour les meublés classés et les chambres d'hôtes, 50% d'abattement dans la limite de 77 700, alors qu'avant, pour les meublés classés, nous étions à 71% d'abattement avec un plafond de 188 700. Et pour les meublés non classés, l'abattement passe de 30%, il était avant à 50%, et le plafond est de seulement 15 000 € alors qu'il était avant de 77 000 €. Donc, ces nouveaux taux fixés par cette loi s'appliqueront aux revenus issus de la location de courte durée à partir des revenus 2025. Donc, pour 2024, vous restez sur les anciens plafonds et les anciens abattements. À partir des revenus 2025, nous appliquons ces abattements et ces plafonds. Un petit récapitulatif sur ce tableau chiffré pour bien comprendre. Donc, meublé de tourisme non classé, revenu 2024, abattement de 50% avec un seuil de 77 700. Revenu 2025, l'abattement passe à 30 avec un seuil de 15 000.
Pour les meublés de tourisme classés, revenu 2024, abattement 71% avec un seuil de 188 700. À partir de 2025, abattement de 50% avec un seuil de 77 700. Les chambres d'hôtes, de la même façon, passent de 71% à 50%, et le plafond passe également de 188 700 à 77 700. En revanche, pour les locations longue durée, le seuil, l'abattement reste inchangé, toujours à 50%, et le seuil reste inchangé, toujours à 77 700. Troisième axe, donc des pouvoirs élargis pour les municipalités. La loi, là, maintenant, va laisser libre cours à toutes les mairies, et non plus seulement aux grandes villes. Avant, on parlait des villes de plus de 200 000 habitants ou les zones tendues. Donc, les municipalités pourront maintenant réguler la mise en location touristique. Notamment, elles vont pouvoir réduire la durée des locations des résidences principales. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouviez louer jusqu'à 120 jours votre résidence principale par an. Les mairies pourront décider de réduire le nombre de jours à 90 jours seulement par an, à compter du 1er janvier 2025. Les mairies peuvent également décider d'interdire la location touristique dans certains quartiers par le biais du PLU. Mettre en place aussi des quotas d'autorisation de location saisonnière, et pourront également, sur délibération, soumettre à autorisation préalable tout type de locaux qui ne seraient pas à usage d'habitation, et notamment des bureaux qui jusque-là n'étaient pas concernés par le changement d'usage, pour faire ensuite de la courte durée. Donc, attention, chaque mairie, chaque municipalité a ses propres pouvoirs, et donc vous devez vous renseigner avant de faire de la location courte durée auprès de la mairie pour connaître le dispositif qui est mis en place et qui s'applique à compter du 1er janvier 2025. Ensuite, quatrième axe, réguler également la location courte durée par le biais des règlements de copropriété. La loi du 19 novembre modifie la loi du 10 juillet 1965. Maintenant, il y a une obligation pour les règlements de copropriété qui ont été établis à compter du 21 novembre 2024, de mentionner de manière explicite l'autorisation ou l'interdiction de faire de la location de meublés de tourisme dans la copropriété. Donc, c'est un nouvel article de la loi de 65. De plus, les assemblées générales de copropriétaires pourront interdire les locations meublées touristiques à une majorité seulement de 2/3, où avant, il fallait l'unanimité, mais seulement dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. Et enfin, pour finir au niveau des copropriétés, un nouvel article également, l'obligation d'informer le syndic lorsqu'un lot de copropriété fait l'objet d'une déclaration préalable. Le copropriétaire doit informer le syndic, et le syndic devra inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée les nouveaux lots faisant l'objet d'une déclaration préalable, en quantifiant le nombre de déclarations de l'immeuble. Donc voilà, beaucoup plus d'informations et le pouvoir dans chaque règlement de copropriété d'autoriser ou non la location courte durée. Et pour finir, cinquième axe de cette nouvelle loi, une obligation de décence énergétique. Alors ça, vous le connaissez déjà, quand on fait de la location longue durée, on est obligé de respecter une décence énergétique pour pouvoir louer son bien. Mais jusque-là, les locations de touristes n'étaient pas concernées par cette obligation. Donc, le texte va combler partiellement cette lacune, et désormais, les niveaux de performance énergétique d'un logement devront également, d'un logement destiné à la location meublée de touristes, devront également respecter certaines conditions, et avec une réforme progressive, et ainsi à partir de 2034, donc nous avons quand même presque 10 ans devant nous, tous les meublés de tourisme actuels et futurs devront être classés entre lettres A et D.
Donc c'est progressif. Au début, donc les lettres G, F et E sont encore progressivement acceptées et ensuite à partir de 2034 seulement de A à D. Une exception toutefois, cette obligation de décence énergétique ne s'appliquera pas lorsque la dite location constitue la résidence principale du bailleur. Lorsqu'une demande de changement d'usage sera faite, il faudra aussi accompagner ce changement d'usage d'un DPE, donc répondant aux nouvelles performances énergétiques fixées par le calendrier. Et à partir du 1er janvier 2025, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2021 ne seront plus valables. En cas d'une mise en vente de ce type de logement ou une mise en location, les DPE devront être refusés. Alors maintenant, nous allons vous évoquer le fameux projet de loi de finances 2025. Comme vous le savez, il y a eu un article l'article 24, excusez-moi, je mélange loi de finances 2025 et article 24. Cet article prévoyait une réforme touchant le régime LMNP. Cet article 24 prévoyait la réintégration des amortissements admis en déduction dans l'assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession des locaux ayant fait l'objet d'une location meublée dans le cadre d'une activité exercée à titre non professionnel. Donc, ça touchait uniquement le régime LMNP, mais on sait que le régime LMP, lui, est déjà impacté par cela, puisque quand on est LMP, on tient bien compte des amortissements dans le calcul de la plus-value et on est sous un régime de plus-value professionnelle. Là, cet article venait apporter donc une modification du calcul des plus-values du régime LMNP en tenant compte donc de l'intégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. L'article 150 VB, donc c'est l'article qui s'applique aux plus-values des particuliers lors de la cession d'un bien, était donc modifié et dans son article 3, le prix d'acquisition était mentionné que le prix d'acquisition était minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l'article 39C. Alors l'article 39C, je vous le rappelle, quand on est en Loire en meublé, lorsqu'on génère des déficits par les amortissements, on écarte ces amortissements pour ne pas générer du déficit et on les stocke pour pouvoir les imputer sans limite de durée sur des futurs bénéfices. Donc attention, on ne prend en compte, là c'est bien admis en application de l'article 39, donc c'est seulement les amortissements déduits, ceux qui ne génèrent pas de déficit. Les amortissements qui, eux, sont stockés ne sont pas pris en compte dans le calcul de la plus-value. Alors, quel était le motif de cet article 24? Essentiellement, vous le savez, le régime du Loire meublé non professionnel a cette particularité, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on pouvait amortir et en revanche, on relevait des plus-values des particuliers et cet amortissement n'était pas pris en compte dans le calcul de la plus-value. Donc ça, c'était quelque chose qui existe depuis l'origine du régime LMNP, mais qui était un peu, en fait, quand on amortit, normalement, on prend toujours en compte l'amortissement dans le calcul de la plus-value. Donc, c'était un réel avantage, mais justement, qui a été remis en cause par ce projet initial de la loi de finances 2025. Donc, pour mieux comprendre en quoi cela peut consister, donc modification de l'article 150 VB du Code général des impôts. Donc, cet article 150 VB concerne vraiment le calcul de la plus-value des particuliers, puisque lorsqu'on est loi en meublé non professionnel, on relève de la plus-value des particuliers, mais c'est seulement pour une cession à titre onéreux.
Donc, si le texte ne concerne pas les cessions à titre gratuit, donc par exemple les donations, et ne concerne pas non plus la cessation d'une activité meublée. Donc, si vous donnez votre bien ou si vous arrêtez votre activité meublée, vous n'êtes pas concerné par un calcul de plus-value en tenant compte des amortissements. Donc ça, c'est important parce que par contre, en régime LMP, la donation ou la cessation d'activité engendre bien le calcul d'une plus-value. Donc ça, c'est important. De plus, comme je vous l'ai précisé, la détermination de la plus-value des LMNP en prenant en compte les amortissements déduits et seulement les amortissements déduits, pas l'ensemble des amortissements s'ils ont été stockés en vertu de l'application de l'article 39C. Et surtout, on reste toujours dans l'application de la plus-value des particuliers. Donc, l'application, je vous rappelle que l'application de la plus-value des particuliers, on a des abattements pour durée de détention. Donc, plus on vend tard, la plus-value fait l'objet de cet abattement et moins on est fiscalisé. Donc, dans tous les cas, on aura toujours ces abattements pour durée de détention qui nous amènent donc à une exonération totale de plus-value après 30 ans de détention. Dans l'absolu, ce texte, s'il avait été voté, devait s'appliquer à partir du 1er janvier 2025. Donc là, on verra si il est éventuellement maintenu, quelle sera sa date d'application, puisque dans tous les cas, ça ne peut plus s'appliquer au 1er janvier 2025. Alors, maintenant, pour vous rappeler un peu la chronologie, donc ce projet de loi de finances a fait l'objet d'un premier examen par l'Assemblée nationale et a fait l'objet de nombreux amendements déposés, aussi bien par l'opposition qu'il y a eu aussi des amendements déposés par le gouvernement, en vue de supprimer, d'ailleurs il y a eu même des amendements demandant vraiment la suppression de ce texte, et d'autres en vue d'aménager ce texte. Les principaux amendements étaient les suivants, des amendements donc sur la possibilité que ce texte ne s'applique qu'à la courte durée, des amendements sur la possibilité que ce texte ne s'applique pas aux résidences de services gérées, type résidence étudiante, résidence de personnes âgées ou encore résidence de tourisme, et également des amendements qui demandaient à ce que ce texte ne s'applique qu'aux biens mis en amortissement après le 1er janvier 2025. Donc, plusieurs amendements. Là, je fais un résumé des idées principales, mais il y a eu de nombreux amendements. Donc, la chronologie, pour vous rappeler, le 12 novembre, le texte était rejeté en totalité par l'Assemblée nationale, donc le PLF était rejeté par l'Assemblée nationale. Fin novembre, le Sénat examine le texte dans sa version initiale et dépose de nombreux amendements, donc au total 15 amendements sur cet article 24. Et au final, puisqu'il y avait un antagonisme entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce texte aurait dû faire l'objet d'une décision, aurait dû être étudié en commission mixte paritaire et faire l'objet d'une décision pour le rendre, enfin pour entériner son contenu en décision en commission mixte paritaire. Au final, comme vous le savez, nous avons vécu la censure du gouvernement le 4 décembre, donc ce qui a entraîné de facto la chute du projet de loi de finances 2025, la mise en place, comme je vous l'expliquais en introduction, d'une loi spéciale reconduisant les dispositions de la loi de finances 2024 en attendant une nouvelle loi de finances 2025. Donc en conséquence, l'article 24 portant sur la réintégration des amortissements n'était plus d'actualité. Aujourd'hui, de nouveau, après donc, la mise en place du nouveau gouvernement, l'examen du projet de loi de finances devrait reprendre au Sénat le 15 janvier prochain. Le gouvernement a confirmé qu'il reprendrait le texte du précédent gouvernement et qu'il l'amenderait en fonction des négociations menées avec l'ensemble des forces politiques cette semaine. Donc, dans tous les cas, si le texte était maintenu, il pourrait être bien sûr amendé
et il faudrait déterminer une nouvelle date d'application puisque celle du 1er janvier est dépassée. Alors maintenant, petit rappel pour bien comprendre en quoi consiste le LMNP, les principaux avantages et quelles seraient les conséquences de l'éventuelle adoption de cet article 24, donc de cette réforme. Donc, premier rappel, comme vous le savez, la location meublée n'est pas un dispositif d'incitation fiscale. Elle résulte donc de l'application d'une fiscalité de règles de droit commun, puisque lorsque vous êtes loueur en meublé, vous relevez du droit commun des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, c'est un principe comptable et non un dispositif d'incitation fiscale, comme vous pouvez le connaître sur par exemple, les lois, le CELIEL, toutes les lois qui ont permis d'avoir, par exemple, une réduction d'impôt, un dispositif spécial. Là, on est dans des règles de droit commun, donc les règles de BIC. Ces règles permettent donc, en optant pour le régime réel, de pratiquer l'amortissement du bien immobilier. Donc, l'amortissement consiste à enregistrer comptablement la dépréciation du bien. Et cette charge, cet amortissement est une charge non décaissée, mais c'est une charge déductible de votre résultat fiscal et de votre résultat imposable. Donc, elle minore l'imposition. Jusqu'à aujourd'hui, la cession d'un bien LMNP, loueur meublé non professionnel, relève du régime des plus-values des particuliers, sans prise en compte des amortissements pratiqués au moment de la vente. Donc, quand on calcule une plus-value, elle est égale au prix de cession, prix de vente, moins le prix de revient, donc prix d'acquisition, plus éventuellement les frais de notaire ou les frais d'agence. Donc, on ne tient pas compte des amortissements. Prélèvements sociaux, donc 36,2 d'imposition, régime des plus-values des particuliers, ça perdure. Et la plus-value bénéficierait toujours donc de l'abattement pour durée de détention. Donc les abattements qui nous amènent à une exonération d'impôt sur le revenu au bout de 22 ans et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Donc si ce changement avait effectivement lieu, il n'aurait toutefois pas d'impact significatif sur l'attractivité de la location meublée, puisqu'on aurait toujours le régime des plus-values des particuliers et on aurait toujours les abattements pour durée de détention. Donc, comme ça, le slide suivant vous reprécise. Donc, on a une totale exonération après 30 ans de détention et une exonération d'impôt sur le revenu après 22 ans. Alors, aujourd'hui, on peut constater que de nombreux loueurs conservent souvent le bien pendant une durée importante, ce qui implique que l'impact de cette réforme diminuerait au fil de temps, comme le montre l'exemple chiffré que je vais vous présenter pour comprendre un peu mieux l'impact. Donc, nous avons pris donc, un bien dont le prix d'acquisition était de 240 000 euros, avec une cession à 300 000 euros et une cession à long terme, donc une cession à 20 ans et à 30 ans. Cession à 20 ans, en comparant le régime de la location meublée avec l'éventuelle application de la réforme, donc en tenant compte des amortissements dans le calcul de la plus-value, comparativement à la location nue, où là, on n'a pas d'amortissement. Donc, dans notre exemple, à 20 ans, sur 240 000 euros, il y aurait 114 580 d'amortissement déduit, donc une base de plus-value de 174 580, c'est donc prix d'acquisition moins amortissement, et donc avec des abattements pour durée de détention, on arrive à un impôt sur la plus-value de 25 913. Comparativement à la location nue, on aurait
une imposition sur la plus-value. Là, on n'a pas d'amortissement, on a toujours les mêmes abattements pour durée de détention de 6 234. Donc, comme vous le voyez, il y a tout de même un impact de la prise en compte de l'amortissement. Mais en revanche, il ne faut pas oublier que pendant toutes ces années, grâce aux amortissements, vous n'avez pas eu de fiscalité. Là, vous voyez, 20 ans de loyer, 192 000 euros, pas de fiscalité, alors qu'en location nue, une fiscalité de 55 800. Donc, quand on tient compte de l'écart d'imposition et de l'écart de fiscalité, au final, comme vous pouvez le voir, le régime LMNP reste plus avantageux puisque l'impôt total serait de 25 913 en régime LMNP alors qu'il serait de 62 034 en régime de location nue, donc revenu foncier. Et à 30 ans, puisqu'on est 100% exonéré de plus-value, et ben dans tous les cas, même si on tient compte de l'amortissement, la plus-value est 100% exonérée, donc pas d'impôt du tout. Alors qu'en location nue, au bout de 30 ans, même avec les abattements pour durée de détention, on n'a plus de plus-value, mais on aurait eu, pendant ces 30 ans, 83 700 d'imposition sur les revenus imposables. Donc, comme vous le voyez, l'exemple est parlant. Sur le long terme, et avec les abattements pour durée de détention, peu d'impact de cette réintégration des amortissements. Alors que je le rappelle, dans la majorité des cas, ce que nous pouvons constater au quotidien, les biens en location meublée ne sont pas obligatoirement vendus et finissent par retourner après quelques années dans le patrimoine privé de son propriétaire, pourrait souvent être transmis par donation ou succession. Donc, le système de la plus-value en cas de cession à titre onéreux ne s'appliquerait pas ne s'applique pas en cas de donation ou de succession. Alors pour conclure, je vais vous rappeler donc parce que je sais que vous nous avez posé de nombreuses questions et surtout vous étiez très inquiets sur cette réforme. Donc, je vais vous rappeler tout de même les avantages du régime du loi en meublé non professionnel, même malgré l'application de cette réforme, l'éventuelle application, puisqu'on ne sait pas si le texte sera repris. Donc, le LMNP restera-t-il toujours intéressant? Au regard de tout ce qu'on peut venir de dire et de voir, et surtout de l'exemple chiffré, la location meublée a toutes ses chances de rester une bonne solution d'investissement en 2025. Elle constitue depuis de nombreuses années une solution d'investissement privilégiée en raison surtout des avantages fiscaux, ça vous le savez, mais pour également de nombreuses autres raisons, notamment pour la souplesse juridique, puisque vous le savez, comparativement à la location nue, on peut louer, enfin la durée de location est d'1 an et on peut reprendre son bien plus facilement, alors qu'en location nue, vous êtes sur des durées de location de 3 ans. Donc, il y a beaucoup plus de souplesse juridique dans la location meublée et encore plus en matière de location courte durée. Ensuite, de nombreuses personnes se posent aussi la question s'il faut privilégier éventuellement, pour sortir donc du régime de la location meublée, la location via une SCI. Et du coup, si vous faites de la location dans une SCI, la SCI-IS. La SCI-IS peut être une solution envisageable dans certaines situations fiscales et préconisée, mais souvent, elle ne l'est pas souvent pour la location meublée pour plusieurs raisons. Attention, sachez qu'en SCI-IS, bien sûr, l'impôt est réduit au sein de la SCI, puisqu'on est sur un taux de 15% jusqu'à 42 500 et 25% au-delà. Mais attention, ça, c'est l'imposition au sein de la société. Ensuite, si vous voulez prélever la trésorerie, distribuer des dividendes, vous avez une seconde imposition à la flat tax de 30%. Donc, attention à l'imposition en SCI-IS. Et ensuite, excusez-moi, c'est également un contexte plus complexe au niveau donc, juridique
avec bien sûr donc les coûts de constitution de la société, les coûts de suivi juridique d'une société. L'inconvénient également par rapport à une activité de location meublée en direct, pour faire de la location meublée en SCI, il faut être au minimum 2 associés pour constituer une SCI. Attention aussi, en SCIS, bien sûr, vous pratiquez l'amortissement, donc comme en location meublée, mais dans tous les cas, il n'y a pas de, on ne stocke pas l'amortissement qui n'a pas pu être déduit. Dans tous les cas, l'amortissement rentre dans le calcul de la plus-value et surtout, à l'IS, vous n'avez aucun abattement pour durée de détention. Donc, dans tous les cas, ce régime à la sortie est moins avantageux. Et puis, certains d'entre vous se posaient aussi la question de repasser en location nue face à cette éventuelle réforme. On le sait, pour de nombreuses raisons, la location meublée est plus rentable. Elle est plus rentable notamment parce que les loyers sont plus élevés, souvent en moyenne 20% plus élevés qu'en location nue. On l'a vu, elle est aussi plus souple puisqu'on peut avoir des contrats de location d'1 an, aussi des locations saisonnières ou encore des bails de mobilité ou des contrats à des étudiants de 9 mois. Donc beaucoup plus de souplesse. Donc elle permet au bailleur de s'adapter à la demande en fonction de la localisation du bien et pouvoir récupérer son bien plus facilement en location meublée. Donc là, je vous rappelle encore l'avantage de la location meublée par rapport à la location nue, sans parler de fiscalité. Mais bien sûr, la fiscalité de la location meublée est bien plus attractive que la location nue, puisque souvent, dans la plupart des cas, dans les 15, 10, même voire plus, premières années, vous n'avez pas du tout de fiscalité grâce à l'amortissement et à l'amortissement également des frais d'acquisition, des frais de notaire et à l'amortissement du mobilier. Donc à ce jour, je vous le rappelle, cette réforme n'est pas actée, mais dans tous les cas, comme nous venons de le voir, elle n'est pas de nature à remettre en cause l'avantage dont dispose la location meublée vis-à-vis de la location nue. Donc, tenir compte aujourd'hui, se précipiter ou arrêter de faire de la location meublée ou se précipiter vers de la location nue ne serait pas du tout pertinent. Donc, en l'état actuel, mieux vaut donc continuer à privilégier la location meublée, puisqu'une transition vers la location nue future sera toujours possible si un jour vous voulez l'envisager. Alors, pour conclure, vous l'avez bien compris, l'intérêt du LMNP perdure, que vous exerciez actuellement une activité en loi en meublé non professionnelle ou que vous prévoyez en commencer une en 2025, les éventuelles réformes ne doivent pas être de nature à remettre en cause vos projets. Et surtout, on le sait, la location et la rentabilité de votre investissement en envisageant de la location meublée. Attention, bien sûr, comme je vous l'ai précisé, aux réformes sur la location courte durée, parce que celles-ci, elles sont actées et elles s'appliquent et on le sait, sont bien moins avantageuses qu'auparavant et beaucoup plus contraignantes. En revanche, la longue durée au régime réel perdure. Nous reviendrons vers vous, bien sûr, très prochainement pour vous faire part donc de la loi de finances 2025 telle qu'elle aura été votée prochainement. Donc d'ici un mois, je pense que nous serons totalement fixés. Donc nous avions prévu un webinaire sur le régime du loyer en meublé non professionnel le 4 février. Nous l'avons reporté aujourd'hui donc au 4 mars. Le 4 mars, je pense, j'espère, que tout sera entériné et donc on pourra vraiment vous présenter la réforme et peut-être même l'absence de réforme, je l'espère. Donc, nous vous tenons au courant. Rendez-vous le 4 mars. D'ici là, n'hésitez pas, si vous aviez besoin de plus de précisions, à nous contacter. Nous resterons disponibles donc sur notre adresse générique inelis@inelis.fr ou encore par téléphone au 04 81 11 01 00. Dans tous les cas, le replay de ce webinaire vous sera adressé dès demain et n'hésitez pas à nous contacter. Merci, à très bientôt. Bonne soirée.